Bon, au final, avec le grand succès commercial et critique du premier, est-ce qu'on s'attendait pas à ce que le 2 soit un aussi grand carton? Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler de Vice Versa 2, Vice Versa 2, je sais pas comment vous le dites, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous prononcez ce film. J'ai été le voir personnellement ce jeudi 27 juin, ça fait une semaine que le film est sorti du coup, et c'est déjà un énorme carton monumental, il bat tous les records. Meilleur démarrage, meilleur film de l'année, nanani, nanana, que ce soit aux US, que ce soit en France, c'est déjà incroyable, on va très vite parler des chiffres. Vice Versa 2, ça raconte quoi du coup? C'est la suite logique de Vice Versa 1, peut-être même une suite un peu trop logique, on y reviendra du coup tout à l'heure quand on parlera du film. Le 1 avait déjà cartonné de ouf et pour de nombreuses personnes c'est un des Pixar préférés de beaucoup de gens ou alors dans les top 3 et tout, enfin c'est un Pixar qui revient souvent quand même. Et voilà, on a vu que chez Pixar ça cherchait à faire de nouvelles licences, de nouveaux films et ça a pas trop marché, donc on a décidé de revenir à faire des suites, des grandes licences qui ont marché et bon, on n'est pas trop là pour parler de ça mais ils ont essayé. Il faut pas leur reprocher, parce qu'il y a plein de gens qui font « Ah gna gna, c'est trop facile de faire des suites ». Ils ont essayé de faire des nouvelles choses originales. Ça n'a pas marché, donc ils vont faire des suites. Tant que les suites sont bonnes et que c'est de bons films, bah let's go. Enfin, quand on kiffe certains univers, c'est plaisant de les revoir quand le film est bien. Donc voilà, c'est, comme je le disais, une suite assez logique. On suit du coup l'histoire de Riley, qui est du coup maintenant une préadolescente, elle a 13 ans, et on suit du coup son aventure et son parcours pendant quelques jours dans sa vie. Et ce qu'on va suivre évidemment de plus près, c'est toutes ces émotions, donc toutes celles qu'on retrouve qu'il y avait dans le premier opus. Et là, on va y retrouver 4 nouvelles émotions du coup qui vont les rejoindre. Donc le but, voilà, ça va être comment est-ce que toutes ces émotions vont réussir à cohabiter et est-ce qu'ils vont réussir à gérer du coup la vie de Riley. Bon bah écoutez, avant quoi que ce soit, moi j'ai bien aimé. Voilà, je pense quand même que je préfère le 1. Le 1, ça fait assez longtemps que je l'ai vu quand même. Je sais plus si je l'avais vu dès sa sortie ou peut-être quelques années après. Mais ça fait déjà quasi 10 ans qu'il est sorti le premier, les amis. Ça fait longtemps. Et ouais, j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, je sais pas si je le mettrais forcément dans mes préférés. Mais voilà, c'était quand même un bon opus. C'était assez original. C'était une bonne idée de parler de ce genre de truc. Et le film a plu, hein. Là pour le 2, donc comme je vous disais, on est sur un sacré carton. En France, là, on est déjà sur 2 millions d'entrées. En une semaine, c'est incroyable. Hein. À l'international, on est déjà sur un box-office de 800 millions en une semaine pour un budget de 175 millions. C'est un truc de fou, c'est incroyable. Donc le film va finir à 1 milliard, c'est sûr et certain. Ce sera le premier milliard de l'année, en tout cas, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu des milliards parce que avant le Covid, on avait quand même pas mal de films qui arrivaient à dépasser cette barre du milliard. Et là, ça faisait assez longtemps, enfin on en a de moins en moins plutôt ces dernières années depuis le retour du cinéma post-Covid. Et là, voilà, de voir un tel carton, bon, c'est pas forcément pour un film, moi, qui me plaît de zinzin, mais voilà, ça fait toujours plaisir pour le cinéma de voir ça, en tout cas, ça c'est clair et net, surtout que, les amis, c'est la fête du cinéma ce week-end, en ce moment auquel je vous parle, quand la vidéo sortira, ce sera du coup la fête du cinéma le lendemain, du 29 au 3 juillet, je crois, 29 juin au 3 juillet, c'est que 5 € la place. Donc let's go et allez voir du film, il y a Vice Versa 2 du coup à voir, toujours le film d'Artus, un petit truc en plus, toujours La Planète des Singes, il y a Monte Cristo qui va sortir, il doit toujours y avoir Furiosa, enfin bref, il y a de quoi faire, aller au cinéma, aller en salle. Mais voilà, on est là pour parler de Vice Versa 2 et ça y est, on en parle enfin. Alors d'un point de vue de l'image pour commencer, c'était quand même un très beau film d'animation, hein. Ça y a pas à chier là-dessus, ça c'est clair et net, c'est très très beau. Les animations sont très très belles, les couleurs sont incroyables dans ce film, c'est quelque chose qui ressort énormément dans le film, c'est les couleurs. Les couleurs sont vraiment très belles, mais ce que j'ai vraiment adoré c'est les détails en fait qu'il y a sur les personnages. Les personnages, en fait, ils ont des espèces de petites cellules ou des petits trucs qui sortent d'eux-mêmes, des petits points et tout, et c'est un détail qui est fou, je trouve que c'est un truc qu'on fait pas forcément attention, mais quand on le voit, c'est magnifique, ils ont des particules, voilà, c'est plus ce mot-là, des espèces de particules, en fait, qui s'échappent de leur corps selon leur couleur, et ça, en termes de beauté d'animation, c'est magnifique, en tout cas pour les émotions. Après, quand c'est des humains, on a quand même très cette patte Toy Story, hein. De toute façon, voilà, vous connaissez, il y a un délire où tous les Pixar sont connectés, et où est-ce qu'il paraît, il y a un lien avec Toy Story, je sais plus trop exactement ce que c'est, mais que peut-être que
la mère de Riley, ce serait la sœur de Andy dans Toy Story, je crois, un truc comme ça. Enfin, je suis pas sûr du tout de ce que je vous dis, hein. C'est peut-être une connerie, mais bref, vous irez voir des théories. Et on a encore un petit lien avec Toy Story, hein. Il y a un moment, il y a un de nos personnages qui sort des jumelles, et ce sont les mêmes jumelles que le personnage de Toy Story, les jumelles bleues. Donc ouais, c'est toujours sympa à voir les petits trucs comme ça. Je suppose qu'il y en a d'autres, mais que j'ai pas forcément vu, mais celui-là, je l'ai vu, en tout cas, c'est assez rigolo. Et ouais, bah c'est un film qui est très beau, hein. Enfin, ça, de toute façon, vice-versa, les animations sont très belles, et il y a rien à dire dessus, hein. C'est juste magnifique, c'est beau. Après, d'un point de vue mise en scène et tout, bon, c'est des films d'animation, donc on peut faire de belles choses, mais bon, c'est pas toujours l'objectif recherché, en tout cas. Il n'y a pas de grands trucs incroyables d'un point de vue mise en scène et d'un point de vue caméra. Il y a juste quelques plans qui sont quand même assez jolis quand on est un peu dans l'univers du cerveau de Riley. Quand il quitte du coup cette hors salle de commande, parce que la salle de commande on la connaît par cœur, c'est celle du premier. Mais dès qu'il quitte un peu la salle de commande, c'est quand même un univers qui est hyper sympathique. On nous montre quand même pas mal de trucs, mais évidemment on en voyait plus dans le 1 parce que c'était la découverte de l'univers. Là on en voit beaucoup moins. Mais ouais, il y a quelques plans qui sont quand même très très beaux. Ils auraient pu vraiment faire des trucs stylés parce qu'ils font des trucs un peu classiques où on part de la salle de commande et on passe à travers l'œil de Riley pour voir ce qui se passe en face d'elle. Bah, c'est des trucs qu'il y avait déjà dans le 1, mais ils peuvent quand même faire des trucs vraiment sympas, avoir de très bonnes idées de mise en scène, de mouvements de caméra et tout, mais malheureusement c'est pas fait. Ils pouvaient vraiment faire plus de trucs comme ça, encore plus développer cette mécanique. Bon, voilà, c'est pas fait. On va pas en vouloir pour un film d'animation de pas vouloir de faire de belles choses comme ça, mais bon. Mais bon, voilà, quand on veut faire un beau film, on essaie quand même de faire des choses un minimum originales. Au niveau de la musique et des sons, alors la musique, je l'ai trouvée vraiment belle. Il y a vraiment beaucoup d'utilisation de piano et de violon. C'est un film qui parle d'émotions, donc vraiment on veut te tirer aussi les émotions, on veut te tirer la petite larme parfois. Et ouais, les musiques sont super belles. Le piano, c'est très souvent des touches très aiguës et là, tu sens que ça te fait monter l'émotion et le taf est vraiment réussi là-dessus. De très bonne musique, et j'ai pas retenu un main theme de fou. Mais sinon, voilà, après, on n'a pas de gros sons connus, bien classiques et tout. Enfin, je crois pas, j'ai pas retenu. Mais voilà, en tout cas, ce qui est vraiment beau, c'est vraiment l'utilisation de quelques violons, mais surtout du piano, quoi. Les musiques et les touches de piano utilisées dans le film sont très très belles et elles servent vraiment beaucoup à l'image, mais aussi, surtout, à l'histoire. Mais écoutez, je pense qu'on va mêler les deux derniers points. On va mêler le côté casting et le côté personnage, où je vais présenter les personnages et le casting, et après on va parler un peu chacun d'eux. Et on reviendra un peu ensuite sur le scénar. Je pense que normalement ce sera une critique sans spoil, il n'y a pas besoin de parler des spoils dans ce film. Ce que je vais dire sera très léger. Alors du coup, ce qui est extrêmement intéressant à savoir, c'est que je vais pas parler des personnages qui castent en VO parce qu'on s'en fout. Le film on va le voir en VF, pour la plupart. Mais en tout cas, Joie c'est Charlotte Lebon, Colère c'est Gilles Lelouch, Dégoût c'est Mélanie Laurent, Peur c'est Pierre Ninet, Anxiété c'est Dorothée Pousseau, Ennui c'est Adèle Exarchopoulos, et Envie et Embarras c'est des gens qu'on connaît pas trop, et j'ai oublié Tristesse, c'est Marie-Lou Berry. Après en comédien VF, on retient aussi quand même Alexis Victor hein, qui fait la voix du daron. Là je vois Emmanuel Garigeau aussi qui fait Bluffy. Emmanuel Curtil qui fait Banana... Ah putain, Emmanuel Curtil c'est Banana Outil. Incroyable. Hey, c'est le Quick du futur. Je vous coupe pendant la critique très rapidement, juste parce que là je suis en train de présenter tous les personnages en VF et tout. N'oubliez pas, je vous remets en description le lien de hashtag touche pas à ma VF pour que les IA ne remplacent pas l'incroyable talent de nos comédiens doubleurs français. Allez, je n'en dis pas plus et allez signer cette pétition si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao. Très bonne critique, hein. Petit pouce bleu, petit commentaire, petit partage et tout. Incroyable gars, j'adore. Allez, ciao, ciao, ciao. Donc ouais, très beau casting VF en tout cas hein, pour ce Vice Versa 2. Donc on va revenir sur les personnages chacun à leur tour. Hein. Joie, bah écoutez, Joie, c'est le personnage principal. J'ai beaucoup aimé Joie dans ce film parce que bah c'est la personnage qui mène tout le monde vers l'avant, qui reste positive et tout. Même si vous en doutez bien compte, il y a un moment où ça va pas aller dans le film et c'est là qu'on découvre une autre partie de Joie qui est très touchante. Et voilà, elle peut être un peu agaçante parce que bah voilà, son but c'est d'être tout le temps joyeuse. Comme elle le dit, bah c'est dur d'être tout le temps joyeuse au final. Et voilà, il y a le moment où elle se lâche qui est hyper cool et là on a un petit développement de personnage pour elle qui est assez sympa. Colère, bah écoutez, je dirais que Colère c'est le personnage qui m'a fait le plus rire avec un autre.
colère, il est excellent, il est hilarant, franchement. En fait, il est juste là pour lâcher des punchlines. Il est là aussi de temps en temps pour aider au bon développement des personnages pour les autres. Lui, il n'en a pas. Mais voilà, c'est vraiment ces punchlines qui sont hilarantes pour ce personnage. Il est vraiment très très drôle. Dégoût, bah voilà, c'est un personnage qui est un peu quand même narcissique, on va dire, entre guillemets. Hein, mais voilà, c'est un personnage que je trouve important parce que elle est marrante, ses réflexions sont assez drôles. Et bah, au final, on se rend compte que bah, ce personnage de Dégoût qui paraît un peu narcissique ou hypocrite, bah, on se reconnaît tous un peu dans ce personnage. Bizarrement, on a tous ce côté-là. Hein. C'est assez drôle, je trouve. Je me suis un peu parfois identifié à elle, c'était assez marrant. On avait Peur. Bah, Peur, c'était Pierre Ninet, ça je ne savais pas. Bah, incroyable, je savais pas du tout que c'était Pierre Ninet qui jouait Peur. Et bah, c'est giga drôle. Peur, voilà, il est là pour lâcher quelques punchlines aussi. Peur, je dirais que c'est quand même celui qui respecte le moins bien son rôle. Parce que c'est quand même un personnage qui va vachement de l'avant alors qu'il est censé avoir peur. Je dirais que c'est le personnage qui est le moins bien respecté dans l'œuvre en termes d'émotion. Tristesse. Ah là là, Tristesse, ce personnage. Si je dois être objectif, je dirais que c'est le meilleur personnage. Vraiment que c'est le personnage qui a le plus de développement et qui évolue le plus. Ouais, c'est un personnage qui est toujours triste, qui a jamais envie d'avancer. Et même déjà dans le 1, c'est elle qui débloque beaucoup de situations, même si elle fait des conneries. Elle arrive toujours à réparer ses conneries et elle arrive toujours du coup aussi à avancer et à apprendre de ses erreurs. C'est vraiment le personnage qui a le meilleur développement et qui est, je sais pas si je pourrais dire le plus attachant, si peut-être quand même, mais ouais, je pense quand même que c'est sûrement le meilleur personnage. Écoutez, on retrouve après les nouveaux Anxiété, qui prend un rôle très important dans cet opus, du coup, bah, Dorothée Pousseau, toujours aussi incroyable, hein. Mais ouais, bah, c'est un personnage qui prend vachement de place quand même pour quelqu'un d'anxieux. Moi, dans ma tête, quelqu'un d'anxieux ou une émotive un peu anxieux, c'est pas forcément quelqu'un qui est en retrait, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va prendre autant de place que Anxiété prend dans le film. Même physiquement, j'ai pas trop accroché à ce personnage. Enfin, il prend beaucoup de place et je m'attendais à un peu mieux. Mais voilà, le personnage prend tellement de place qu'il est important dans le scénar. Et ouais, voilà, c'est un personnage qui fait des erreurs et qui à la fin comprend ses erreurs, quoi. Ennui. Hilarant, ennui. Hilarant. Franchement, c'est, je dirais du coup maintenant le 3e personnage qui m'a fait le plus rire et qui fait vraiment le plus marrer du coup. C'est voilà, le fait que ça soit vraiment quelqu'un qui ait la flemme, qui est sur son téléphone, qui a même géré une appli pour gérer le tableau de bord de loin et tout. Enfin, hilarant, ennui. J'ai vraiment kiffé, je sais pas pour vous. Envie. Bah Envie, c'est vraiment celui que j'aime le moins de tous. C'est un peu le personnage bas les couilles, personnellement, pour moi. Il sert à rien, il développe rien, il lâche une ou deux punchlines sympathiques en termes d'émotion, et c'est tout. Voilà, on va pas s'attarder plus longtemps. Et on garde Embarras. Embarras qui fait partie aussi, je pense, de mon top 3. Embarras, nouveau personnage, mais tellement, mais giga sympathique, tellement drôle. T'as tellement de l'empathie pour ce personnage. Trop drôle, trop drôle. Que ça soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue comportement, son émotion, elle est superbe. Donc voilà, je pense que Rokugu, c'est un Callback du futur, décidément, j'arrête pas de vous voir. Oui, j'ai oublié quand même de mentionner quelques personnages intéressants. Quand à un moment, il se retrouve un peu enfermé et on découvre des personnages trop drôles liés à un personnage de l'enfance de Riley qu'on pourrait décrire un peu comme une Dora, un peu l'exploratrice. Ça a la même mécanique que le dessin animé. On y retrouve aussi un personnage de jeu vidéo que je trouve assez inspiré de Zelda, sans trop vous en dire et découvrir un peu la surprise en salle. Il y a un personnage qui a un terrible secret, d'ailleurs resté jusqu'à la fin du générique. Le personnage qui a un terrible secret vous le révélera peut-être en scène post-générique. Chut, faut pas le dire, je vous ai rien dit. Je ne vous ai rien dit, moi j'ai rien dit, hein. C'est pas moi, j'ai rien dit. Allez, je vous laisse écouter la suite du monsieur. Et super sympa ce type, hein. Allez, ciao, bisous. Je pense que mon top 3 des émotions, du coup, ça reste colère, parce que depuis le 1, quand même, je dirais colère, je dirais embarras en 2 et ennui en 3. Je serais très intéressé d'avoir votre top 3 des meilleures émotions, de vos émotions préférées et de vice-versa. N'hésitez pas à me les lâcher en commentaire, je dirais même lâchez votre top 3 en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir, vraiment faites-le s'il vous plaît, ce serait vraiment cool. Donc voilà, donc ce qui est important de tous ces personnages, c'est leur développement et tout, et ce qui est vraiment cool dans ce film, je trouve, c'est que voilà, on a du coup la puberté qui arrive pour Riley et qui va
carrément la changer et c'est pour ça qu'on a ces 4 nouvelles émotions qui arrivent. Donc voilà, comme on le voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoil, hein, du coup nos 5 personnages principaux sont mis de côté, alors qu'on laisse la place aux autres et le but, c'est là un peu pour moi le point négatif du film, c'est que le scénar fait trop Reddit du premier où on a une quête qui se passe en dehors de la salle de tableau de bord là, et on va découvrir certaines choses qui se passent en dehors de tout ça, donc dans le cerveau de Riley, où on voit plein de choses qui s'y passent, que ce soit au niveau de la mémoire, de certaines appréhensions, de plein de choses, qui sont de temps en temps bien imagées, mais pas assez pour moi dans cet opus, qui était beaucoup plus imagé dans le premier. Et voilà, c'est une quête de se rendre à un endroit, de récupérer un objet ou quelque chose et de retourner du coup ensuite dans cette salle de machine de bord entre guillemets. Donc voilà, je trouve que le scénar il est vachement Reddit, il est vachement facile, c'est pas original personnellement. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui est important dans le film? Ce qui est important c'est les personnages, le développement et tout ce qui se passe aussi autour de Riley, parce que ce qu'on se rend compte surtout à la fin, sans spoil encore évidemment, ce qui est important c'est que les émotions des fois ne doivent pas tout le temps prendre la part des choses et que voilà, c'est Riley aussi qui doit apprendre à gérer toute seule et à contrôler ses émotions, et que les émotions doivent pas tout le temps intervenir et laisser le personnage faire. C'est déjà un peu ce qu'on pouvait avoir dans le 1 où les émotions étaient là pour aider, mais voilà, après le but, ça va être de réussir à cohabiter entre toutes ces émotions à la fin, parce qu'elles sont plus 5 mais elles sont 9, c'est énorme. Donc voilà, je pense que d'un point de vue scénar, on a assez parlé là-dessus, ça a largement suffi. Et donc du coup, pour conclure sur Vice Versa 2, je comprends le carton actuel de ce film, parce que c'est vraiment une firme de Pixar qui a beaucoup plu, voilà, que ce soit d'un point de vue critique ou commercial. Pour le premier opus, il y a beaucoup de gens qui attendaient le 2, il est là. La salle était assez bien remplie, c'était la salle principale en plus que j'avais, donc les gens vont le voir et il y a vraiment de tout en fait, comme type de personnes qui vont voir ce film. Donc voilà, personnellement pour moi ça n'a pas été un grand truc de fou, un grand moment en tout cas. C'était un moment sympathique, voilà, ça reste quand même un film pour les enfants, un film qui parle évidemment aux adultes, on a quelques phrases, quelques références pour les adultes, qui sont assez marrantes, qui sont assez sympathiques. Mais voilà, ça va pas plus loin pour moi pour ce Vice Versa 2. Évidemment que je vous conseillerais d'aller voir en salle parce qu'il faut faire continuer à marcher la machine, que ce film continue à très bien marcher, c'est un extrême plaisir évidemment pour le monde du cinéma et pour le monde de la salle. Donc bien évidemment que je vous recommande d'aller voir ce film en salle et profitez-en parce que du coup, le week-end du 29 juin au 3 juillet, c'est la fête du cinéma, 5 € la place, foncez, let's go. Et n'oubliez pas d'aller voter aussi. Bref les amis, moi je vous quitte là-dessus, j'espère que cette critique vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit ou pas. Suivez-moi sur tous les réseaux qui sont juste au-dessus, venez passer me faire un petit coucou sur Twitch quand je stream. Mais surtout, suivez-moi sur Insta, c'est là que je partage énormément de choses sur le cinéma. Et aussi des mini-critiques que je fais via Letterboxd sur tous les films que je peux voir, que ce soit au cinéma ou en dehors du cinéma. Et surtout, donnez-moi votre top 3 de vos émotions préférées de Vice Versa. 1 et 2 comprises, évidemment. Faites-le, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement rire. J'ai vraiment envie de savoir quelles sont vos émotions préférées. Moi, je vous fais des poutous et je vous dis à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super, bienvenue dans le quartier cérébral, l'embarras. Eh, on se fait un petit check? Oh, non? Oh, non? Top là. Ah, t'es le champion du monde des mains moites, toi.